Dans cette vidéo, nous allons parler des différents motifs de consultation aux urgences pour que vous puissiez savoir quel motif doit vous faire consulter chez nous. Nous allons parler successivement de la rupture de la poche des os, des saignements, des mouvements du bébé et plus particulièrement de la diminution des mouvements, des chocs sur le ventre et des contractions. Premièrement, la rupture de la poche des os. Il y a deux cas de figure possibles. Il est possible de rompre franchement la poche des os, comme à la télé ou au cinéma, vous inondez le canapé, vous êtes sûr que c'est du liquide. Il peut y avoir aussi des cas où la poche des os est plutôt ce qu'on appelle fissurée, c'est-à-dire qu'il va y avoir des pertes de liquide par intermittence ou une impression d'humidité permanente au niveau vaginal ou au niveau de vos sous-vêtements, et il se peut que vous ayez un doute sur le fait de perdre du liquide. Sur ce schéma que vous pouvez voir, on voit ici un bébé qui est entouré de l'utérus. En bas, vous avez le col. Il est relié au placenta par le cordon ombilical. Et autour de lui, il y a les membranes amniotiques qui permettent de retenir la bulle de liquide amniotique dans laquelle évolue votre bébé en permanence. Il peut y avoir un petit trou qui se fait au niveau des membranes et donc le liquide va s'écouler au niveau du col et se retrouver au niveau vaginal, ce qui explique pourquoi vous perdez du liquide. Donc je disais, ça peut être vraiment franc, comme on peut avoir un doute. Quand vous consultez aux urgences, parfois ça peut, même la sage-femme qui va vous ausculter peut avoir un doute à l'œil nu et être obligée de faire un test pour savoir si c'est vraiment du liquide. Parfois ça peut vraiment être confondu avec des pertes physiologiques très abondantes de fin de grossesse. Il y a quelque chose de différent de la perte de liquide, c'est la perte du bouchon muqueux. Le bouchon muqueux, ce sont des glaires qui sont au niveau de l'endocole, à ce niveau-là, qui vont obstruer le col. Parfois, sous l'effet des contractions, il peut arriver qu'on perde le bouchon muqueux. On peut le perdre en une seule fois, en plusieurs fois. Ce sont des pertes un peu glaireuses qui peuvent être de couleur brunâtre, jaunâtre, c'est différent. Mais ça ne présage en rien le fait que vous allez accoucher et ça ne présage en rien le fait que vous allez perdre du liquide. La perte du bouchon muqueux en elle-même n'est pas un motif de consultation aux urgences. Ensuite, le deuxième motif de consultation aux urgences dont nous allons parler est les saignements. Donc, les saignements, on a souvent beaucoup de questions à ce sujet, c'est un motif d'inquiétude assez important. Je tiens à préciser que toutes les informations que je vais donner dans cette vidéo concernent plutôt la fin de grossesse, puisque quand vous commencez la préparation à la naissance au belvédère, vous la commencez en général vers la 28e semaine d'aménorrhée, donc la fin du 6e mois. Donc je parlais des saignements. Les saignements peuvent ils peuvent avoir deux origines. Soit ça peut être le col qui saignote, et c'est la grande majorité des cas, ou ça peut être un décollement qui s'effectue au niveau du placenta, et heureusement c'est vraiment une minorité de cas. Pourquoi le col saigne? Le col est très vascularisé pendant la grossesse et il peut très facilement saigner, soit par contact ou parce qu'il y a des contractions. Donc si vous avez eu un toucher vaginal récemment lors d'un rendez-vous à la maternité ou avec votre sage-femme, ou si vous avez un rapport sexuel, ou si vous avez des contractions, il peut arriver que le col saignote. Vous pouvez avoir des petites traces de sang dans les sous-vêtements ou en vous essuyant. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que quand il y a un rapport sexuel pendant la grossesse, on va produire de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est une hormone que vous allez entendre de nouveau parler dans les autres vidéos. C'est l'hormone de l'attachement, c'est l'hormone de l'éjection du lait, c'est l'hormone des contractions, mais c'est aussi une hormone qui est produite lorsqu'il y a un rapport sexuel. Donc ça explique qu'en cas de rapport sexuel, il puisse y avoir un petit peu de contraction. Donc j'étais en train de vous dire, si vous avez des traces de saignement, que ce soit des saignements rouges ou des saignements plutôt marrons, c'est-à-dire du sang coagulé, en petite quantité, ce n'est rien. La seule chose qui doit vous faire consulter en cas de petits saignements, c'est si par exemple vous avez
un placenta qui est bien serré, mais ça vous allez le savoir, on vous prévient pendant les échographies, et c'est très rare. Ou bien si vous avez ce qu'on appelle un utérus de bois, c'est-à-dire l'utérus très très dur comme un morceau de bois. Là, s'il y a des saignements même de petite quantité et utérus du bois, on vient consulter. Sinon, le fait d'avoir des petits saignements, ça provient du col, c'est ce que je vous expliquais. Si c'est des pertes de sang par contre plus abondantes, il ne faut pas hésiter à venir faire le point avec nous. La troisième chose dont nous allons parler, c'est la diminution des mouvements actifs du bébé. Votre bébé doit bouger tous les jours. Si jamais il n'y a pas du tout de mouvement pendant toute une journée, ou bien des mouvements nettement diminués, ou de plus faible intensité, vous pouvez consulter aux urgences. Bien sûr, en fin de grossesse, les mouvements deviennent un peu différents. Votre bébé, en fin de grossesse, vraiment, il remplit tout l'utérus, il est vraiment tout regroupé sur lui-même. Vous verrez et vous vous demanderez comment il a fait pour tenir dans votre utérus. Il peut arriver en fin de grossesse que les mouvements soient différents, que vous les sentiez un petit peu moins. Vous n'allez plus avoir les grands coups comme vous pouviez avoir au 7e mois, par exemple. Mais vous devez quand même le sentir bouger tous les jours. Si vous avez l'impression qu'il y a une diminution importante des mouvements, que c'est des tout petits mouvements, ou bien que ça change brutalement, il faut venir nous voir. La plupart des bébés se remettent à bouger au moment où vous arrivez aux urgences. Tant mieux. On ne vous reprochera jamais d'être venu vérifier que tout va bien pour votre bébé. Un autre motif de consultation important, c'est le choc sur le ventre. Si jamais il y a un choc direct sur le ventre, donc là en période de confinement, je me doute que vous vous baladez beaucoup moins et que vous n'êtes pas beaucoup en voiture, enfin je l'espère. Mais par exemple, s'il y a un coup de frein brutal, que la ceinture se bloque et qu'il y a un choc sur le ventre, ou que vous tombez malencontreusement chez vous et qu'il y a un choc sur le ventre, il faut venir faire le point avec nous à la maternité. Si vous tombez par exemple sur les fesses et qu'il n'y a pas du tout de choc abdominal, ce n'est pas un motif de consultation si votre bébé bouge par la suite. La dernière chose dont nous allons parler, c'est les contractions. Donc on va différencier les contractions avant 37 semaines. 37 semaines, c'est vraiment le début du 9e mois où on estime que vous pouvez accoucher, votre bébé n'est plus considéré comme prématuré. Et puis les contractions après 37 semaines. Donc avant 37 semaines, on va tolérer 10-15 contractions par jour, non douloureuses, qu'on peut plus ou moins sentir en fonction des femmes. Il y a des profils de femmes qui vont plus avoir tendance à contracter que d'autres. Et puis, il y en a certaines qui n'auront pas du tout de contraction jusqu'au jour de l'accouchement. Si c'est un peu de contraction le soir, parce qu'on a été active, qu'on se met au repos et que ça passe, c'est normal. Si vous avez plus de 15 contractions, 15-20 contractions, qu'elles deviennent douloureuses, qu'elles sont plus gênantes que d'habitude, il ne faut pas hésiter à venir faire le point avec nous. Passé 37 semaines, donc à partir du moment où on se dit que le bébé n'est plus prématuré, 37 semaines c'est le début du 9e mois, ça va jusqu'à 41 semaines au total pour la grossesse. On peut commencer à avoir des contractions de travail. Les contractions de travail, ce sont des contractions qui sont régulières, en fréquence et en intensité. En fréquence, c'est-à-dire que c'est des contractions qui sont à peu près toutes les 5 minutes. Environ. Si vous avez des contractions un peu plus rapprochées ou un petit peu plus espacées, c'est pas grave, c'est vraiment globalement 5 minutes qu'il faut retenir. Depuis 1 à 2 heures. Mes collègues vont en parler dans les autres vidéos. Mais c'est vrai que pour un premier bébé, un travail, ça dure environ 10-12 heures. Donc, on a le temps avant de venir à la maternité. Évidemment, si c'est un deuxième, un troisième ou plus, ou bien que vous avez accouché assez rapidement pour un premier bébé, eh bien vous adaptez, vous n'attendez pas 2 heures à la maison avant de venir si vous jugez qu'il faut venir avant. Mais pour un premier, on peut retenir 2 heures de contraction toutes les 5 minutes. Je parlais de contractions régulières en fréquence et en intensité. Si je vous montre ce schéma, vous avez ici l'enregistrement qu'on peut avoir avec un capteur quand on fait un monitoring, un enregistrement des pressions en fait au niveau du ventre et donc des contractions. Vous voyez que cette femme, elle a des contractions régulières, que ce soit en fréquence ou en intensité. Ici, vous voyez que c'est un peu plus l'anarchie.
Il y a des contractions plus courtes, des plus longues, des plus rapprochées, des plus espacées. C'est ce qu'on appelle les contractions de maturation. On n'est pas tout égal. Il y a des femmes qui vont avoir la chance d'avoir directement les contractions de travail. Il y en a d'autres pour qui il va y avoir 1 à 2 heures de contraction de maturation, ou une journée, ou voire 2 jours, et ça peut vraiment s'espacer, reprendre par intermittence. Les contractions de maturation, elles permettent de préparer votre col. Il va se ramollir, commencer à s'ouvrir. C'est quand même du plus de gagné pour le moment où vous aurez les contractions de travail. Mais c'est vrai que ça peut être assez pénible quand c'est long parce que voilà, c'est des contractions qu'on sent, qui sont gênantes, qui peuvent empêcher de dormir. Mais encore une fois, ça dépend vraiment des femmes. Pour vous dire que ce sont des contractions de travail, il faut vraiment qu'il y ait cette régularité en fréquence et en intensité. Une contraction de travail, c'est une contraction où vous n'allez pas pouvoir discuter pendant la contraction. Si vous pouvez parler à votre conjoint, faire quelque chose dans la maison, c'est que ce n'est pas encore les contractions de travail. La contraction de travail, on va vraiment être obligé de se concentrer et de souffler vraiment tout le temps de la contraction. Voilà, c'est vraiment 2 choses différentes. Si vous venez pour un autre motif de consultation que ceux évoqués, c'est probablement pas une urgence. Et ça peut peut-être être traité par votre médecin traitant ou votre sage-femme libérale. Bien sûr, si je pense par exemple aux mycoses, aux infections urinaires, s'il n'y a pas de moyen de voir un professionnel de santé rapidement, bien sûr, on vous accueillera aux urgences pour régler le problème avec vous. En ce moment, c'est vrai qu'on est dans la situation particulière de la pandémie de Covid-19, donc on va d'autant plus vous conseiller de ne venir aux urgences que s'il y a un véritable motif de consultation. Pour ce qui est de la consultation pour fièvre ou de la toux, bien sûr, si vous êtes en travail, que vous allez accoucher, si vous avez de la fièvre ou de la toux, vous serez pris en charge à la maternité par l'équipe de sages-femmes et d'aides-soignants et de médecins. Si par contre vous voulez des renseignements parce que vos seuls symptômes sont la fièvre et la toux, il n'y a pas d'autres motifs de consultation d'urgence, c'est vrai qu'il est mieux de d'abord nous téléphoner et on pourra vous donner les renseignements nécessaires et vous dire s'il faut consulter aux urgences. Je rappelle que les sages-femmes de naissance en plus de leur travail habituel, répondent au téléphone, mais ça c'est même avant le coronavirus, en permanence. Elles peuvent répondre à vos questions 24 heures sur 24 si vraiment vous avez besoin de nous téléphoner pour avoir un renseignement avant de venir ou non aux urgences. Voilà, on vous répond 24 heures sur 24. J'espère avoir été claire dans mes explications et je vais vous laisser pour la suite avec mes collègues qui pourront aborder d'autres thèmes.